À quel moment as-tu réalisé que la personne contre qui tout le monde te mettait en garde cherchait en fait à veiller sur toi? J'avais 12 ans quand Marcus s'est installé à côté, et il n'a pas fallu longtemps pour que tout le quartier s'embrasse de rumeurs. C'est l'homme dont on a parlé aux infos, a soufflé Madame Henderson, agrippant son collier de perles comme s'il pouvait la protéger de tous ses cauchemars. Celui qui est allé en prison. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à partir faire du vélo, ma mère m'a attrapé le bras si fort qu'elle m'a laissé des marques rouges encore visibles au petit matin. « Ne t'approche pas de cette maison », a-t-elle lancé, la voix tendue d'une peur que je ne lui connaissais pas. Cet homme est dangereux. Il a fait du mal à des enfants. J'ai failli lui demander comment elle savait, ce qu'il avait réellement fait, pourquoi un type pareil avait le droit de vivre parmi nous, mais son regard a suffi à me clouer le bec. C'était non négociable. Les semaines suivantes, je l'ai espionné depuis ma fenêtre. Il restait dans son coin, s'occupant d'un jardin superbe, tout en tomates et tournesols bien alignés, des étiquettes écrites à la main plantées dans la terre. Il évitait le regard des autres, ne répondait jamais aux salutations des enfants qui passaient à vélo. Dès qu'un gamin apparaissait dehors, les parents le rappelaient aussitôt à la maison, la voix pleine d'angoisse. Même le facteur balançait les colis depuis la rue, comme si la maison était frappée d'une malédiction. Madame Patterson, en face, avait mis en place un système d'alerte. Elle appelait tous les parents dès que Marcus pointait le bout du nez dehors. « Il va vers l'école », murmurait-elle au téléphone. « Gardez vos enfants à l'intérieur aujourd'hui. » L'association des propriétaires a organisé une réunion d'urgence sur le sujet. Je n'aurais pas dû le savoir, mais j'ai surpris maman au téléphone avec Madame Chen, leur voix basse et fébrile. « On a trouvé un avocat », disait ma mère. « Il doit bien y avoir un moyen de s'en débarrasser. » Mais rien n'y a fait. Il avait purgé sa peine, quoi qu'il ait fait, et il avait parfaitement le droit de s'installer où il voulait, même à côté de familles avec enfants. Pourtant, moi, je remarquais des détails qui échappaient aux autres, comme cette lumière du Porsche, allumée tous les jours jusqu'à 16h15, pile quand je rentrais de l'école, alors qu'il travaillait de nuit à l'entrepôt. Je le surprenais parfois à m'observer depuis sa cuisine, et la lumière s'éteignait aussitôt que j'avais franchi l'allée. Quand les frères Parker me suivaient dans la rue, Marcus sortait toujours arroser ses plantes, et comme par hasard, ils changèrent de trottoir. Au début, j'ai cru à un hasard, mais ça s'est reproduit bien trop souvent. J'apercevais parfois ses rideaux bouger à mon passage, pas de façon menaçante, mais comme s'il tenait la garde, un peu comme un chien fidèle qui veille sur son territoire. J'ai commencé à prêter attention à ses habitudes. Tous les matins à 7h30, il partait pour son poste de nuit à l'entrepôt Morrison, vêtu d'un bleu de travail modeste avec son prénom brodé sur la poche. Sa vieille Honda Civic, brinque-ballante, paraissait tenir debout par miracle. Il revenait à 6h, se garait et filait chez lui, sans jamais traîner dehors. Le week-end, il travaillait son jardin, mais dès qu'un enfant sortait, il disparaissait. Si un ballon atterrissait chez lui, il le renvoyait au-dessus de la clôture, sans jamais pointer le nez dehors. Quand les scouts passaient vendre leurs biscuits, il laissait une enveloppe scotchée à la porte, avec un mot pour qu'il garde la monnaie. On aurait dit qu'il voulait se fondre dans le décor, devenir invisible. Madame Henderson avait lancé ses fameuses patrouilles de sécurité. Les parents faisaient des rondes pour surveiller la maison de Marcus, noter ses horaires, les rares visiteurs, en réalité, personne, les colis reçus. « Il faut tout consigner », a-t-elle insisté lors de la réunion suivante, au cas où il se passerait quelque chose. Mais ce qui m'a marqué, c'est à quel point Marcus ne leur donnait rien à noter. Jamais dehors pour flâner, jamais un mot de trop, pas de musique, aucune fête, aucun invité. Pour un soi-disant prédateur, il était d'une discrétion maladive. Un soir d'octobre, je rentrais tard de la bibliothèque quand 3 grands m'ont coincé derrière la station-service. Jake Morrison et ses 2 complices, ceux qui me pourrissaient à la vie depuis la rentrée. « Regardez qui voilà !» a lancé Jake, me plaquant violemment contre le mur, me griffant les épaules au passage. La petite intello toute seule. Jake, c'était ce genre de gars déjà redoublant 2 fois et qui devait se raser à 12 ans. Tyler et Brett, ses copains, étaient plus petits mais tout aussi inquiétants, toujours en meute. Ils ont fouillé mon sac, éclatant de rire en voyant mes livres éparpillés sur le trottoir crasseux. L'un a attrapé mon devoir de maths, 3 heures de boulot, et l'a déchiré d'un geste. Un autre a shooté dans ma gourde, qui a roulé dans une flaque immonde qui puait la nourriture moisie. « S'il vous plaît », ai-je supplié, honteuse d'entendre ma voix trembler. « Laissez-moi tranquille. »« Oh, le bébé va pleurer », a raillé Jake, me plaquant un peu plus fort contre le mur. Ma veste s'est accrochée à une brique, laissant un trou près de l'épaule. « On va peut-être t'apprendre les bonnes manières, te montrer ce qui arrive à ceux qui se croient supérieurs. » Tyler a sorti son téléphone, prêt à filmer. « Ça va être énorme », a-t-il ricané. « On va balancer ça sur Internet. Tout le monde verra que t'es une loseuse. » J'ai fermé les yeux, espérant disparaître. Maman allait me passer un savon pour mon retard. La bibliothécaire nous avait pourtant bien prévenu de ne pas rentrer seule le soir. J'aurais dû appeler, demander qu'on vienne me chercher, tout sauf finir dans cette galère. C'est là que Marcus est apparu. Il n'a pas couru,
n'a pas crié, rien de spectaculaire. Il est juste sorti de derrière la benne à ordures, sûrement après avoir jeté des sacs du resto chinois, et il a demandé calmement « Il y a un problème ici ?» Sa voix était posée, presque anodine, mais j'ai senti un frisson me parcourir. Il n'avait rien d'impressionnant, plutôt discret, mince, le genre d'homme qu'on ne remarque pas dans une foule. Mais rien que sa façon de se tenir, ce regard qu'il posait sur les garçons sans jamais baisser les yeux, montrait clairement que ce n'était pas le genre de personne à provoquer. Les garçons ont levé la tête et j'ai vu dans leurs yeux qu'ils venaient de comprendre à qui ils avaient affaire. Le sourire suffisant de Jake s'est évanoui d'un coup, et ses amis, d'un seul mouvement, ont reculé, l'air soudain beaucoup plus jeune et franchement terrifié. « Aucun souci, monsieur », a bredouillé Jake, sa voix méconnaissable, bien loin de son assurance de tout à l'heure. Marcus a alors dit d'un ton posé, mais qu'on sentait ferme, « Nous étions justement sur le départ. » Tyler a aussitôt renchéri, rangeant son téléphone à la va-vite. « Oui, on s'en va. » En un clin d'œil, les trois avaient déguerpi, me laissant seule au milieu de mes affaires éparpillées, encore toute tremblante. Marcus s'est penché pour m'aider à ramasser mes livres. De près, j'ai vu dans ses yeux une tristesse immense, et les rides qui l'entouraient parlèrent de nuits sans sommeil et de souffrances anciennes. Il m'aidait avec précaution à remettre en ordre les pages de mon cahier abîmé, faisant attention à ne rien empirer. « Ça va ?» m'a-t-il demandé en me tendant mon sac à dos. J'ai acquiescé, incapable de sortir un mot. « Ils t'ont blessé ?» J'ai fait non de la tête. J'avais l'épaule écorchée à cause du mur de briques, mais ce n'était rien à côté de ce qui aurait pu arriver sans son intervention. Tant mieux. Il s'est relevé, a tapoté la poussière sur ses genoux. « Tu ferais mieux de rentrer. La nuit tombe. »« Merci », ai-je soufflé. Il a hoché la tête sans un mot de plus et s'est dirigé vers la benne, les épaules basses, comme si le monde entier pesait sur lui. Je suis rentrée pile quand maman commençait à préparer le dîner. Il a suffi d'un regard à ma veste déchirée et à mes mains égratignées pour qu'elle se transforme aussitôt en mère poule. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait mal? Où étais-tu » Je lui ai expliqué que j'étais restée tard à la bibliothèque, que des garçons m'avaient embêtée, mais qu'une personne était intervenue et les avait fait fuir. Je n'ai pas donné de nom. « Voilà pourquoi je refuse que tu rentres seule après la tombée de la nuit », a-t-elle soupiré en nettoyant mes mains à l'antiseptique. « Il y a des gens dangereux dehors. » L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Celui que tout le monde trouvait inquiétant venait tout juste de me protéger d'un vrai danger. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai tout de suite compris à la mine fermée de maman que quelqu'un l'avait mise au courant pour Marcus. « Madame Chen t'a vu lui parler », a-t-elle lancé, la voix tremblante entre colère et inquiétude. « Je t'avais pourtant dit de rester loin de ce monstre. »« Mais maman, il m'a simplement aidée. »« Ne prends pas sa défense », s'est-elle écriée, avec une dureté qui m'a sidérée, elle qui ne haussait presque jamais la voix, et encore moins contre moi. « Tu te rends compte de qui il est, de ce qu'il a fait avant d'aller en prison ?» J'ai essayé de lui expliquer, de lui dire que Marcus sortait juste ses poubelles, qu'il était tombé là par hasard, qu'il ne m'avait même pas vraiment parlé, mais elle ne voulait rien entendre. Elle s'est déjà emparée de ses clés. On va voir le pasteur Williams tout de suite. Le trajet jusqu'à l'église s'est fait dans un silence pesant. Les jointures de maman blanchissaient sur le volant, et elle me lançait des regards inquiets dans le rétro, comme si j'allais m'évaporer. Le pasteur Williams nous a accueillis dans son bureau, entouré de croix de toute taille, de photos de famille et de posters bibliques joliment calligraphiés. Il avait toujours eu une tendresse spéciale pour moi, mais ce jour-là, il affichait une gravité inhabituelle en m'invitant à m'asseoir pour me parler, avec des mots pesés, du danger que représentent certains adultes. « Les prédateurs sont rusés, Emma », m'a-t-il dit en se penchant vers moi, les mains croisées sur le bureau. « Ils ne ressemblent pas à des monstres de conte. Ce sont parfois des voisins charmants, des profs attentionnés, des membres respectés. Ils jouent les gentils pour gagner la confiance des enfants. » Il a sorti un dépliant illustré de son tiroir, du genre à sensibiliser les jeunes aux dangers des inconnus. Ils observent, repèrent les failles, cherchent à se rendre utiles, se présentent comme des sauveurs pour mieux inspirer confiance. J'ai protesté, mais il ne m'a rien proposé. Il s'est contenté de chasser des brutes et m'a dit de rentrer. « Pas-y !» Le pasteur a hoché la tête d'un air grave, comme s'il s'attendait exactement à cette réaction. « C'est là que c'est dangereux. Il s'est placé en protecteur pour que tu te sentes redevable, que tu lui fasses confiance. La prochaine étape, ce sera peut-être de te proposer de te raccompagner, puis de t'inviter à prendre un goûter ou à entrer chez lui. » Il a ouvert le dépliant à une page expliquant comment, petit à petit, ces adultes tissent leur toile. C'est comme ça qu'ils agissent, ma chérie. Ils prennent leur temps, créent un lien, font croire à chaque enfant qu'il est spécial, choisi, protégé. Maman m'a serré l'épaule, un peu trop fort. Tu comprends maintenant pourquoi il faut tout de suite prévenir un adulte si ça recommence, avant qu'il ne t'arrive quoi que ce soit. J'ai promis d'éviter Marcus. Pourtant, quelque chose ne collait pas à mes yeux d'enfant de 12 ans. S'il cherchait vraiment à s'en prendre aux enfants, pourquoi restait-il toujours à l'écart? Depuis des semaines que je l'observais, je ne l'avais jamais vu adresser la parole à un seul gamin du quartier. Dès que le quart de l'école s'arrêtait au coin de la rue,
Il rentrait chez lui. Si des parents passaient avec des poussettes, il détournait les yeux ou s'occupait dans son jardin. Même les jouets lancés par-dessus sa clôture, il les rendait sans sortir. Pour un soi-disant prédateur, il semblait surtout vouloir garder ses distances avec les enfants. Et petit à petit, à force d'observer Marcus, je me suis prise à vouloir comprendre ce qui clochait entre ce que les adultes disaient de lui et ce que je voyais moi-même. J'avais commencé à tenir un carnet où je notais tout ce que j'observais. Ma façon d'analyser la situation aurait sans doute rendu mon prof de sciences fier, si seulement j'avais appliqué cette méthode à autre chose qu'aux habitudes de notre voisin. Tous les matins, à 7h30 pile, il quittait la maison pour son service de nuit à l'entrepôt Morrison, habillé de son inusable uniforme bleu, Marcus, brodé sur la poche. L'entrepôt se trouvait de l'autre côté de la ville, tout près de la zone industrielle, là où aucun enfant n'aurait eu l'idée d'aller traîner. À 6h, il rentrait, l'air lessivé, garait sa vieille Honda dans l'allée et rentrait aussitôt chez lui, sans jeter un regard autour. Le week-end, il se consacrait à son jardin, et c'est là que son comportement devenait vraiment intéressant. Il avait installé son potager de sorte à avoir une vue parfaite sur l'arrêt de bus des enfants, tout en pouvant se replier rapidement chez lui si l'un d'eux approchait. Je l'ai souvent vu planter des tomates, des tournesols, des haricots verts ou des herbes, chaque rangée bien alignée, marquée d'une petite étiquette écrite à la main. Son jardin était superbe, manifestement entretenu par quelqu'un qui prenait soin de chaque détail. Mais à la moindre apparition d'un enfant dehors, il rangeait ses outils et disparaissait à l'intérieur. Ça n'avait plus rien d'un comportement louche. On aurait plutôt dit qu'il cherchait à protéger quelque chose ou quelqu'un. Un samedi matin, j'ai voulu en avoir le cœur net. Au lieu de rester sagement à l'intérieur, comme maman le préférait, je me suis installée bien en vue sur le perron avec un livre, juste sous les yeux de Marcus. Comme je m'y attendais, à peine assise sur la balançoire, j'ai vu ses rideaux bouger. Il n'est pas sorti, n'a pas croisé mon regard, pas un geste, rien. Il s'est contenté d'observer la rue depuis sa fenêtre, et j'ai compris qu'il veillait discrètement. Quand une camionnette blanche inconnue a ralenti devant chez nous, Marcus s'est déplacé à une autre fenêtre pour la suivre du regard. Quand elle est revenue après avoir fait demi-tour, il est sorti sur son perron, l'air de rien. La camionnette a poursuivi son chemin, mais Marcus est resté planté là encore un bon moment, à surveiller les environs. Quand j'en ai parlé à maman, elle s'est immédiatement crispée. « Quelle sorte de camionnette ? Tu as vu le conducteur ?» Mais dès que j'ai mentionné que Marcus la surveillait aussi, son visage s'est fermé. « C'était sûrement lui au volant tout à l'heure », a-t-elle lancé d'un ton détaché. Les prédateurs rôdent souvent dans les quartiers, ils cherchent la moindre occasion. Ça n'avait aucun sens. Si Marcus voulait vraiment faire du mal, pourquoi se ferait-il remarquer ainsi ? J'ai commencé à prêter attention à tous ces détails que maman et les autres adultes ignoraient ou ne voulaient pas voir, comme ces détecteurs de mouvement installés autour de sa maison, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi dirigés vers la rue et la maison des Chen, ou sa manie de garer sa voiture dans l'allée plutôt que dans le garage, histoire d'avoir l'œil sur la rue, ou encore la haie entre chez nous, taillée exprès pour dégager la vue sur notre porte d'entrée. Si je ne me trompais pas, on aurait presque dit qu'il mettait en place un système de protection pour tout le quartier. Un jour, j'ai décidé d'aller plus loin. Au lieu de rentrer direct après l'école, j'ai fait un détour par Riverside Park, là où traînaient les grands à fumer et à faire n'importe quoi. C'était risqué. Maman me l'avait formellement interdit, mais il fallait que je sache si mon intuition était juste. Sans surprise, Jake Morrison et sa clique étaient là, vautrés sur les tables de pique-nique près du terrain de basket. Ils m'ont repéré en un clin d'œil. « Tiens donc », a lancé Jake en jetant sa cigarette vers moi. « Voilà la petite nouvelle. » J'ai tenté de les ignorer, mais ils m'ont encerclé, me barrant la sortie. J'avais le cœur qui tambourinait, mais j'ai gardé mon calme. Si j'avais raison, si Marcus veillait vraiment, t'as l'air de flipper, a glissé Brett, sourire mauvais aux lèvres. On devrait peut-être te raccompagner. On ne sait jamais, hein? Ils ont commencé à se rapprocher, et là, j'ai vraiment paniqué. Et si je m'étais trompée sur toute la ligne? Si Marcus était aussi dangereux que les rumeurs le prétendaient? Ouais, a renchéri Tyler, téléphone à la main. On va s'assurer que tu rentres entière. On voudrait pas qu'il t'arrive un truc. À sa façon de le dire, j'ai compris que c'était justement ce qu'il espérait. C'est à ce moment que j'ai entendu des pas derrière moi. « Voilà ma voisine », a dit Marcus d'un ton tranquille, comme si on avait rendez-vous. « Prête à rentrer, Emma ?» Jake et ses potes se sont aussitôt écartés. Cette fois, pas de fuite en courant, mais ils sont vite retournés à leur clope et à leur portable. L'air de rien. Oui, ai-je réussi à articuler, la voix un peu tremblante. « Prête !» Marcus a marché à côté de moi en silence jusqu'à la sortie du parc. Puis il s'est arrêté. « C'était imprudent », a-t-il soufflé sans me regarder. « Tu as pris des risques pour voir si j'allais venir. » Je l'ai regardé, interloqué. « Comment tu... » « Je sais quand quelqu'un teste les limites, » a-t-il répondu en croisant enfin mon regard. « Je l'ai déjà vu. Ne refais pas ça. Ces garçons sont bien plus dangereux que tu ne le crois. Comment tu savais que j'étais là ? Je ne le savais pas. Je passais, j'ai entendu des voix et j'ai reconnu la tienne. » Puis il a commencé à s'éloigner, avant de se retourner.
Et Emma, la prochaine fois que tu veux savoir quelque chose sur moi, demande-moi. Ne te mets pas en danger inutilement. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je repensais à tout ce qu'il avait dit. Comment avait-il compris que je le testais? Et pourquoi paraissait-il plus inquiet pour moi que vexé d'être surveillé? J'ai décidé de suivre son conseil. Le samedi suivant, je l'ai trouvé dans son jardin et me suis approchée de la clôture qui nous séparait. Il a levé les yeux de ses tomates, surpris mais pas froid. « Tu as dit que je pouvais demander », ai-je lancé en agrippant le grillage. Il a mis de côté sa pelle et s'est tourné vers moi, vraiment attentif. De près, je voyais que ses yeux étaient bien plus que tristes. Ils étaient hantés, comme s'il avait vécu des choses impossibles à effacer. « Pourquoi tout le monde croit que tu es dangereux pour les enfants ?» Son visage s'est figé. Il est resté silencieux un long moment. J'entendais les oiseaux chanter, un chien aboyer tout au bout de la rue et le vrombissement lointain d'une tondeuse. Puis il a poussé un profond soupir, comme s'il relâchait enfin un poids qu'il portait depuis des années. « Parce que j'ai fait du mal à quelqu'un », a-t-il fini par avouer, mais pas comme les gens se l'imaginent. Avant même que je puisse demander ce qu'il voulait dire, la voix de maman a retenti dans le jardin, sèche comme un coup de fouet. « Emma Marie Johnson, éloigne-toi de cette clôture immédiatement. » Elle était là, debout sur le perron, téléphone à la main, visiblement prête à appeler la police. Je faisais juste, ai-je commencé, mais elle m'a coupé. À l'intérieur, tout de suite. Son ton ne laissait aucun doute. Il n'y avait rien à négocier. Ce soir-là, maman m'a convoquée pour ce qui a été la discussion la plus grave de toute ma vie. Elle avait eu le pasteur Williams au téléphone, qui lui-même avait contacté quelqu'un au commissariat, et on lui avait rappelé que Marcus, en liberté conditionnelle, n'avait pas le droit d'adresser la parole à des mineurs. Un écart qui pouvait lui valoir de retourner en prison. « Tu comprends ce que tu as fait ?» m'a lancé maman, la voix tremblante, entre la peur et la colère. « Tu aurais pu le renvoyer en prison. Et surtout, tu t'es mise en grand danger. » « Mais il n'a rien fait de mal, » ai-je protesté. Il s'est contenté de répondre à ma question. « Ce n'est pas la question, » a répliqué maman en se passant les mains dans les cheveux, excédée. « Ce qui compte, c'est que tu as sciemment désobéi. Tu t'es mise en danger et tu as compromis la liberté conditionnelle d'un condamné. » J'aurais voulu lui parler des brutes du collège, lui expliquer que Marcus ne m'avait jamais effrayée, que tout mon instinct me poussait à croire qu'il protégeait, bien plus qu'il ne menaçait. Mais la panique dans ses yeux était trop forte, et argumenter n'aurait fait qu'envenimer la situation. « Promets-moi », a-t-elle insisté en posant fermement ses mains sur mes épaules. « Promets-moi que tu ne t'approcheras plus de lui. Plus de surveillance, plus de questions, plus aucun contact. » J'ai promis, mais les paroles de Marcus ne cessaient de me trotter dans la tête. Il avait fait du mal à quelqu'un, mais pas comme tout le monde le pensait. Que voulait-il dire? Tard, ce jeudi soir, j'ai été réveillée par des cris venant du jardin de Marcus. J'ai entrouvert mes rideaux et aperçu 3 hommes encerclant Marcus sur sa pelouse. Ils étaient tous plus grands que lui, vêtus de sombre, le visage durci par la colère. « On sait ce que t'as fait !» a lancé l'un en le bousculant violemment. « On sait pourquoi t'étais en tôle, espèce de malade. Les gosses sont pas en sécurité avec toi ici !» a hurlé un autre en le poussant à son tour. Marcus a vacillé, mais il n'a pas répondu. Il n'a même pas levé les mains pour se défendre. « Faudrait peut-être qu'on règle ça nous-mêmes !» a lancé le troisième d'une voix qui m'a glacée. Ça ferait des économies aux contribuables. Marcus est resté là, les bras ballants, à encaisser chaque insulte, chaque menace, sans jamais hausser le ton, sans chercher à se défendre, presque absent. « Je comprends votre colère », a-t-il dit calmement, sa voix posée alors que les 3 hommes semblèrent prêts à en venir aux mains. « Je comprends que vous ne vouliez pas de moi ici. Alors dégage », a craché le premier. « Tire-toi de notre quartier avant qu'il t'arrive des bricoles. On a des enfants », a ajouté un autre. « On ne va pas laisser un pédophile habiter près de chez nous. » À ce moment-là, Marcus a levé les yeux vers ma fenêtre. Nos regards se sont croisés une seconde et j'y ai lu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Ni la culpabilité, ni la rage, ni la peur, juste une fatigue immense, celle de quelqu'un qui a trop longtemps porté un secret. « Je n'ai jamais fait de mal à un enfant », a-t-il déclaré, toujours tourné vers moi. « Je n'en serai jamais capable. »« Mais oui, c'est ça », a ricané l'un des hommes. « C'est ce qu'ils disent de tous. » Finalement, les hommes sont partis, non sans le menacer de le surveiller de près. Je suis restée à la fenêtre, à regarder Marcus, seul et figé au milieu de sa pelouse, pendant presque 1 heure. Il a fini par rentrer chez lui, et j'ai vu la lumière de la cuisine rester allumée jusqu'au petit matin. Le lendemain, un mot soigneusement scotché à notre boîte aux lettres m'attendait. D'une écriture soignée, il disait « Consultez les archives de la presse, 15 mars 2018, la véritable histoire. J'ai attendu que maman parte faire les courses du samedi, puis j'ai attrapé mon vélo pour filer à la bibliothèque municipale du centre-ville. Madame Martinez, la bibliothécaire, m'a aidé à accéder aux archives numériques. Mes mains tremblaient en entrant la date indiquée par Marcus, 15 mars 2018. L'article était là, en page 3 des faits divers, avec un titre qui m'a glacé. Un homme du quartier condamné pour agression sur un délinquant sexuel enregistré.
J'ai senti mon estomac se nouer à la lecture des premières lignes. L'article ne présentait pas Marcus comme un danger, mais racontait qu'il avait été arrêté pour avoir agressé quelqu'un d'autre, le vrai prédateur. Selon le rapport, Marcus Torres avait découvert que son voisin, David Kellerman, abusait sexuellement de plusieurs enfants du quartier. Peu de détails étaient donnés, mais l'article dressait un portrait radicalement différent de ce que tout le monde croyait dans notre rue aujourd'hui. 3 ans plus tôt, Marcus vivait de l'autre côté de la ville. Il avait remarqué des comportements bizarres autour de chez Kellerman. Des enfants qui entraient joyeux et ressortaient bouleversés. Des parents qui confièrent leurs gamins pour des cours de soutien et les retrouvaient traumatisés. Des changements inquiétants dans l'attitude de certains enfants. Quand la police n'a rien voulu entendre de ces signalements, Marcus a fini par confronter Kellerman lui-même. La situation a dégénéré et Marcus a été arrêté pour coups et blessures. Mais un peu plus loin, une citation de la détective Sarah Mills changeait complètement la donne. Si les actes de M. Torres étaient illégaux, sa détermination à alerter sur des abus présumés a probablement permis d'éviter d'autres victimes. Plusieurs enfants se sont manifestés depuis avec des accusations contre M. Kellerman, aujourd'hui poursuivi pour de multiples chefs d'inculpation. J'ai continué à lire, le cœur battant, en faisant défiler les articles liés. David Kellerman avait habité le quartier de Marcus pendant plus de 10 ans. Il était considéré comme un pilier de la communauté. Il animait le groupe de jeunes au centre social, proposait des gardes d'enfants gratuites aux parents seuls, organisait des soirées pyjama et des camps pour les enfants défavorisés, tout en abusant méthodiquement des enfants. C'était exactement le schéma que Marcus avait perçu et essayé d'arrêter. J'ai retrouvé plusieurs articles publiés dans les semaines et les mois qui ont suivi. Au total, 17 enfants ont fini par révéler des abus qui durèrent depuis des années. David Kellerman a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération. Quant à Marcus Torres, celui qui avait tout risqué pour stopper un monstre, il s'est retrouvé étiqueté comme criminel violent par ceux qui n'avaient entendu qu'une version tronquée de l'histoire. J'ai imprimé tout ce que j'ai pu trouver et j'ai glissé les articles dans mon sac à dos. Plus je lisais, plus tout prenait sens. Marcus avait été le premier à signaler David Kellerman aux autorités. Quand ces alertes ont été prises pour les délires d'un voisin trop suspicieux, il s'est mis à rassembler des preuves lui-même. Il avait photographié les enfants quittant la maison de Kellerman, bouleversé, noté les plaques des parents qui déposaient pour leurs enfants pour des cours, suivi Kellerman dans des lieux publics pour documenter ses interactions. Pendant des mois, Marcus a tenté de constituer un dossier en passant par les voies officielles. Police, protection de l'enfance, rectorat, même le bureau local du FBI. À chaque fois, la même réponse, le soupçon ne suffit pas. Il faut plus qu'un témoignage isolé pour ouvrir une enquête. Marcus a alors décidé d'aller au bout de sa démarche. Selon les dossiers judiciaires que j'ai consultés à la bibliothèque, il a fini par confronter directement Kellerman, lui ordonnant d'arrêter de faire du mal aux enfants. Mais Kellerman s'est moqué de lui, l'a menacé de porter plainte pour harcèlement, et là, Marcus a perdu son sang-froid. La bagarre a envoyé Kellerman à l'hôpital avec 3 côtes cassées, une commotion et un poignet fracturé. Marcus, lui, a écopé de 3 ans de prison pour coups et blessures. Mais c'est aussi cet incident qui a permis aux victimes de Kellerman de commencer à parler. Quelques semaines après l'hospitalisation de Kellerman, les enfants se sont confiés à leurs parents sur ce qu'ils vivaient pendant les cours et les camps. L'enquête a pris de l'ampleur, d'autres victimes ont été identifiées, davantage de preuves sont apparues et de nouvelles charges ont été retenues. Lorsque Marcus a été condamné, David Kellerman était poursuivi pour 17 chefs d'abus sexuels sur mineurs, 43 de possession de pornographie infantile et plusieurs pour mise en danger d'enfants. Marcus avait eu raison sur toute la ligne, mais tout le monde lui en avait fait payer le prix. Je suis resté assis à la bibliothèque, les yeux rivés à l'écran, écœuré de voir à quel point notre quartier s'était trompé. Aucun adulte n'avait su voir la vérité sur l'homme qui vivait parmi nous. On avait fait passer Marcus pour un prédateur, alors qu'il avait tout sacrifié pour protéger les enfants d'un véritable monstre. J'ai récupéré mes impressions et je suis rentré à vélo, l'esprit assailli de questions et de remords. Combien de personnes s'étaient laissées berner par une histoire tronquée? Combien de quartiers Marcus avait-il dû quitter à cause de préjugés infondés? Depuis combien de temps portait-il le poids d'une réputation qui était l'exact opposé de ce qu'il avait toujours combattu? De retour à la maison, j'ai trouvé maman dans la cuisine et j'ai tout de suite compris, à son regard, qu'elle savait que je n'étais pas là où j'aurais dû être. « Où étais-tu » a-t-elle demandé en croisant les bras. Plutôt que de me justifier, j'ai étalé les articles sur la table et j'ai observé son visage se transformer au fil de sa lecture. Ses mains se sont mises à trembler dès le 2e paragraphe. « Mon Dieu » a-t-elle murmuré en posant le premier article. On s'est complètement trompé. On s'est tous trompés. Elle a relu chaque article 2 fois, puis s'est effondrée sur sa chaise, comme si ses jambes ne la portaient plus. Cet homme, a-t-elle soufflé, la voix brisée, il est allé en prison parce qu'il a voulu protéger des enfants. Et nous, on l'a traité comme un monstre. Maman, ce n'est pas tout.
ai-je ajouté en lui montrant les articles sur la condamnation de Kellerman. Regarde ce qu'il essayait d'empêcher. Alors qu'elle lisait les témoignages des 17 victimes, des années d'abus, ce prédateur qui avait profité de la confiance du quartier pour s'en prendre à des enfants vulnérables, j'ai vu le monde de ma mère s'écrouler et se reconstruire sous mes yeux. Comment a-t-on pu passer à côté à ce point ? A-t-elle murmuré, des larmes roulant sur ses joues. Comment a-t-on pu ne rien voir ? Parce que tout le monde n'a entendu qu'une partie de l'histoire, ai-je répondu. Et la partie qu'on a entendue faisait passer Marcus pour le coupable. Ce soir-là, maman a fait ce que je ne l'avais jamais vu faire. Elle a traversé le jardin et frappé chez Marcus. Depuis la fenêtre, je l'ai vu lui tendre les articles et lui parler longuement, tout bas. Marcus a écouté sans l'interrompre, hoché la tête plusieurs fois, puis il a refermé la porte doucement. Quand elle est revenue, elle avait les yeux rouges d'avoir pleuré. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé. « Je me suis excusée », a-t-elle répondu. Je lui ai dit que j'avais honte de la façon dont on l'a traité. Et lui, qu'a-t-il répondu? Qu'il comprenait pourquoi on avait eu peur, qu'il ne nous en voulait pas de vouloir protéger nos enfants. Les jours suivants, on semait la pagaille dans le quartier. Maman a commencé à appeler d'autres parents et à partager ce qu'on avait découvert. Certains refusaient d'y croire, persuadés que les journaux avaient tort ou qu'il y avait autre chose. Mais d'autres, peu à peu, ont commencé à douter à leur tour, à ressentir ce même malaise qui m'avait envahi. Madame Henderson était la plus difficile à convaincre. La première à avoir voulu chasser Marcus, à organiser les rondes de surveillance et les réunions des propriétaires. « C'est trop facile », a-t-elle lancé quand maman lui a montré les articles. « Comment sait-on que ce n'est pas truqué? Comment être sûr qu'il n'a pas tout inventé ?» Mais quand le pasteur Williams a vérifié l'histoire auprès de ses contacts dans l'ancien quartier de Marcus et l'a confirmé, même Madame Henderson a dû s'incliner. En moins d'une semaine, des voitures de police sont arrivées dans notre rue. Mais ce n'était pas pour Marcus. Elles venaient enquêter sur la maison à 2 portes de la nôtre, l'ancienne demeure de David Kellerman, aujourd'hui habitée par le docteur Richard Brennan. Ce même docteur B. Brennan qui s'était installé dans le quartier 2 ans plus tôt, peu après la libération de Marcus. Le docteur Brennan, ce même homme qui se présentait comme un spécialiste de la protection de l'enfance, animant des ateliers sur la prévention des abus, qui avait lancé un programme de soutien scolaire à domicile 2 fois par semaine, qui s'était proposé pour accompagner les enfants traumatisés par l'affaire Kellerman et qui correspondait avec David Kellerman en prison pour perpétuer l'œuvre de son mentor. C'est ce même docteur Brennan que la police a perquisitionné, découvrant des éléments qui ont bouleversé même les enquêteurs les plus aguerris. Des centaines de photos et de vidéos, des documents attestant d'abus en cours sur au moins 12 enfants du quartier, dont mon amie Jenny, qui suivait ses cours là-bas 2 fois par semaine depuis 1 an. À cet instant, tout est devenu terriblement clair. Marcus n'évitait pas les enfants par peur de fausses accusations. Il surveillait le docteur Brennan. Toutes ces fois où je l'avais vu observer la maison, se poster à des endroits stratégiques de son jardin, adopter d'étranges routines, il collectait des preuves, encore une fois, mais cette fois il avait appris de ses erreurs. Plutôt que d'affronter le prédateur de front, il a monté un dossier solide, attendant le moment où il serait impossible de passer à côté de la vérité. L'enveloppe Kraft remise à l'inspectrice Mills contenait 3 ans de travail minutieux. Des photos prises au téléobjectif montrant les allées et venues des enfants, les plaques d'immatriculation des parents déposant leurs enfants, des observations sur le comportement des petits avant et après les séances, même des enregistrements de conversations entre Brennan et Kellerman réalisés lors de visites en prison que Marcus avait réussi à documenter. Il travaille sur cette affaire depuis 3 ans, a expliqué l'inspectrice Mills devant les parents et les journalistes. Monsieur Torres nous a donné la pièce maîtresse qui a permis de boucler l'enquête. Le soir où Brennan a été arrêté, j'ai trouvé Marcus debout dans son jardin à fixer les voitures de police garées devant la maison, 2 portes plus loin. Je l'ai rejoint, ignorant les appels inquiets de ma mère depuis le perron. « Tu savais », ai-je murmuré. « Tout ce temps, tu savais ce qu'il faisait aux enfants. » Marcus a plongé ses yeux fatigués dans les miens. Je m'en doutais depuis son arrivée. Kellerman en avait parlé dans ses lettres. Je savais qu'il viendrait. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé plus tôt? Je l'ai fait, plusieurs fois. Mais qui allait croire un ex-dollar face à un psychiatre respecté? Le poids de cette injustice m'a frappé de plein fouet. Pendant 3 ans, il avait tenté de nous protéger sans que personne ne le prenne au sérieux à cause de son passé. Alors tu t'es contenté d'observer? J'ai observé, j'ai tout noté, j'ai rassemblé des preuves impossibles à balayer. J'ai fait ce que j'ai pu pour protéger les enfants, même si je n'ai pas pu les sauver tout de suite, a-t-il soufflé, la voix brisée. Tu imagines ce que ça fait de savoir que des enfants souffrent et de ne rien pouvoir faire sur le moment? L'inspectrice Mills s'est approchée, le regard plein de respect. Monsieur Torres, nous aurons besoin de votre témoignage complet, et il nous faudra tout examiner. Marcus lui a tendu l'enveloppe épaisse. Tout est classé par date, photos, observations, correspondances, même des mouvements de compte suspects. C'est un travail remarquable, a reconnu l'inspectrice en parcourant les documents. Vous avez quasiment mené l'enquête à notre place. 3 ans d'entraînement, a murmuré Marcus. Au fil des semaines, le quartier s'est métamorphosé.
Ceux qui traversaient la rue pour ne pas croiser Marcus lui apportèrent désormais des gâteaux maison, accompagnés de plates excuses. Les enfants, qu'on avait appris à craindre Marcus, découvraient qu'il avait été tout ce temps leur ange gardien. Madame Henderson a lancé ce qu'elle a appelé une campagne d'excuses. Les voisins se sont relayés pour venir lui présenter leurs regrets, elle la première, sanglotant sur son perron. « J'ai gâché ta vie, j'ai monté tout le monde contre toi, j'ai semé la peur. » Marcus lui a répondu doucement. « Tu voulais protéger tes petits-enfants. Je ne t'en veux pas. » Jamais il n'a montré ni colère, ni rancune, même face au discours interminable de ceux venus se confondre en excuses. Il a refusé la collecte organisée pour lui venir en aide, a décliné toute reconnaissance publique. À la presse locale qui voulait raconter son histoire, il a répondu qu'il n'accorderait aucune interview. « Je n'ai pas fait ça pour la reconnaissance », a-t-il expliqué aux journalistes insistants. « Je l'ai fait parce que les enfants méritent d'être en sécurité. » La communauté a tout tenté pour se racheter. L'association des propriétaires a voté un prix spécial. La mairie voulait lui offrir la clé de la ville. Certains proposèrent de l'aider à la maison, de réparer sa voiture, de subvenir à tous ses besoins. Marcus a tout refusé poliment. « Je n'ai pas besoin d'être remercié », a-t-il confié à maman quand elle lui a demandé ce que le quartier pouvait faire pour compenser leur attitude. « J'ai juste besoin de savoir que les enfants sont en sûreté. » 3 mois après l'arrestation de Brennan, Marcus a mis sa maison en vente. Non pas parce qu'il subissait encore du harcèlement, tout cela avait disparu. Non plus parce que les habitants le craignaient, au contraire, ils le traitaient en héros. Mais parce qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis sa sortie de prison 3 ans plus tôt, la paix. Après des années à porter le poids d'une réputation injuste, à endurer le rejet, l'isolement et la suspicion tout en œuvrant dans l'ombre pour protéger ceux qui avaient peur de lui, la vérité avait fini par éclater. Le vrai coupable était en prison, le quartier était apaisé, sa mission terminée. La veille de son départ, Marcus m'a laissé un mot. « Emma, merci d'avoir eu le courage de chercher la vérité quand tous les adultes avaient baissé les bras autour de toi. Tu as su voir ce que les autres ne voyaient pas, poser les questions qui dérangeaient et refuser les réponses toutes faites face à des problèmes complexes. Continue toujours à remettre en cause ce qu'on t'affirme, surtout quand quelque chose te paraît étrange. Les vérités les plus précieuses sont souvent celles qui bousculent. Tu as de l'intuition, fais-lui confiance. Ne laisse jamais personne te persuader de détourner les yeux de ce que tu constates ou de ce que tu ressens au plus profond de toi. Et rappelle-toi que ceux qui semblent menaçants ne sont pas forcément ceux dont il faut se méfier. Parfois, ce sont précisément ceux qui essaient de te protéger. Prends soin de toi, garde ta curiosité et n'écoute pas ceux qui voudraient t'empêcher de poser les questions qui fâchent. Marcus, PS. Je t'ai laissé un petit quelque chose dans le jardin, juste derrière les tournesols. À l'endroit indiqué, j'ai trouvé une boîte en métal enfouie. Dedans, il y avait une clé et un mot. Pour ton antivol de vélo, parce que les enfants devraient pouvoir rouler sans avoir peur des brutes. Ou pire, il y avait aussi une photo. Marcus, jeune, en uniforme militaire, entouré de soldats devant un bâtiment qui avait l'air de venir du Moyen-Orient. Au dos, il avait écrit « Afghanistan, 2009 ». Police militaire. Parfois, protéger les autres, c'est accepter des sacrifices que personne ne comprendra. J'ai appris plus tard que Marcus avait été policier militaire à l'étranger, chargé d'enquêter sur les abus impliquant des contractants et des autorités locales. Il avait reçu 2 décorations pour la protection des civils, surtout des enfants, dans des zones de guerre. Toute sa vie d'adulte, il l'avait consacrée à défendre les plus vulnérables face aux prédateurs. La maison du Dr Brennan a été rasée en moins de 6 mois, le terrain jugé trop marqué par son histoire sombre. À la place, la ville a aménagé un petit parc avec une aire de jeu et un jardin partagé. Près des balançoires, un banc discret porte une plaque « À la mémoire du courage » pour ceux qui osent parler quand tout le monde se tait. Il m'arrive de m'y asseoir et de penser à Marcus. À ses 3 années passées en prison, puis 3 autres à vivre en paria dans son propre quartier, tout cela pour avoir voulu protéger des enfants. À tous ceux qu'on aurait pu sauver si on l'avait écouté plutôt que de se fier aux ragots et aux préjugés. À la façon dont il continuait à nous protéger alors que tout le monde croyait qu'il était une menace. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis assistante sociale spécialisée dans la protection de l'enfance, et tous mes collègues connaissent l'histoire de Marcus Torres, cet homme que tout le monde redoutait et qui s'est révélé être l'ange gardien dont notre quartier avait tant besoin. Cela a changé ma manière de regarder chaque dossier, chaque signalement, chaque situation. J'ai appris à aller au-delà des apparences, à chercher la vérité, même quand elle dérange ou qu'elle est difficile à entendre. J'ai aussi appris à écouter ceux que l'on a l'habitude d'écarter, les témoins auxquels on ne croit pas à cause de leur passé, les journalistes qui dérangent, les militants qui posent les questions qui embarrassent les institutions. Parce que parfois, celui dont tout le monde se méfie est le seul à dire la vérité. Il arrive que le vrai monstre se cache derrière une façade respectable, un joli diplôme et un large sourire. Et parfois, la protection vient des endroits les plus inattendus, d'une personne qui a déjà tout perdu mais qui continue de veiller sur les autres. Marcus m'a appris que le courage,
Ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir pour le bien, même quand tout le monde vous en veut, même si personne ne vous croit, même si cela coûte tout. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, un article de presse racontant le démantèlement d'un réseau de trafic d'enfants dans une autre région et un mot écrit d'une écriture familière. Certaines batailles ne s'arrêtent jamais, mais elles valent toujours la peine d'être menées. Prends soin de toi, continue de poser des questions. Un ami. Je ne sais pas si Marcus a participé à cette enquête, mais j'aime à le croire. J'espère qu'il est quelque part, encore en train de veiller sur des enfants à protéger, continuant à faire ses sacrifices incompris et jamais salués. Parce que le monde a besoin de personnes comme Marcus Torres, de celles qui voient le danger que les autres refusent de voir, de celles qui agissent quand les institutions faiblissent, de celles qui sacrifient réputation, liberté ou sécurité pour défendre les innocents, de celles qui savent que, parfois, être celui dont tout le monde se méfie, c'est précisément ce qui est nécessaire.